Alors, même s'il n'y a pas vraiment de débat sur le sujet des backlinks normalement, avant de parler de ça, pardon, je commençais déjà, je vais quand même rapidement me présenter, même si l'équipe l'a déjà fait. Consultant 100% spécialisé en SEO, je travaille pas tout seul, je suis avec Merlin, mon associé, qui est là avec moi tout le temps, qui a une grosse expertise au niveau SEO aussi, mais qui lui est plutôt l'expert de l'ombre, qui aime pas trop s'afficher. On fait des prestations sur mesure pour tout type de clients et on a une offre d'analyse vidéo qui va bientôt être mise en place et mise à jour. Créateur de contenu sur LinkedIn, mais ça vous le savez pour ceux qui me suivent, et créateur de la news SEO de la semaine, une vidéo tous les jeudis matin avec toutes les news tech et SEO de la semaine et la newsletter, comme le disait Mélisse tout à l'heure. Donc c'est parti, on va plutôt aller dans le vif du sujet. Ce qu'on va voir aujourd'hui, les backlinks, toujours utiles ou pas, il n'y a pas de débat sur le sujet, mais je vais quand même donner quelques arguments. Les risques de pénalité, ça reste très important. Les 12 critères pour sélectionner un site de qualité, c'est cette partie-là qui est la plus intéressante pour moi aujourd'hui. Et comment en maximiser l'impact, parce que c'est pas tout de choisir un bon site, mais il faut aussi savoir bien mettre le lien en place derrière. Et puis bien sûr, quelques petits bonus à la fin. Comme ça, je vous incite à rester un peu jusqu'au bout de la conférence. On va commencer du coup. Alors, les backlinks, toujours utiles ou pas? Comme je le disais tout à l'heure, même s'il n'y a pas vraiment de débat sur le sujet, on va faire un point rapide pour ceux qui, comme moi, voient tous les jours des annonces, notamment sur LinkedIn, entre autres, sur le fait que c'est pas important ou que certains disent que les backlinks ne sont plus pris en compte, que Google leur accorde intentionnellement moins d'importance, etc., etc. Alors, dans les faits, Google se complexifie, on peut dire ça comme ça. Il ajoute des briques à son algorithme d'année en année. Donc, forcément, les anciens critères que sont les backlinks ont une pondération qui va être différente aujourd'hui sur l'ensemble des critères actuels. Mais ils n'ont pas disparu pour autant. Et pour symboliser un petit peu tout ça, pourquoi les backlinks sont toujours autant essentiels? Alors, on ne va pas refaire toute la théorie, vous inquiétez pas, c'est une petite page rapide. Mais pour les plus novices, voici quelques éléments. Du coup, déjà, parce que l'algorithme du PageRank existe toujours. Donc, pour faire simple, l'algorithme du PageRank, c'est un algorithme assez complexe qui calcule la pertinence d'un site web en fonction de sa popularité. Voilà. C'est l'algorithme qui a fait l'originalité de Google quand même. Donc, ça lui a permis de se démarquer de sa concurrence versus les autres moteurs de recherche, d'intégrer une notion de cohérence dans son classement. Et grâce à cette notion de popularité, il a trouvé un moyen de faire ressortir les sites les plus pertinents sur les résultats Google. En tout cas, c'est l'un des moyens. Donc, vous comprenez forcément l'importance de cet algorithme pour Google qui existe toujours et ça a bien sûr été reconfirmé depuis les Google Leaks, même si on n'avait pas trop besoin de ça pour le savoir. Le deuxième élément, c'est la popularité. Les backlinks, ce sont vos recommandations. Vous le savez également normalement, mais comment dire, ça fonctionne un petit peu comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, au plus on parle de vous, au plus vous êtes recommandé et au plus vous allez devenir recommandable à votre tour. Sur Google, c'est pareil. Votre site, il doit être recommandé pour devenir recommandable. Et ce qui va jouer foi de recommandation, ce sont les backlinks, justement. Et enfin, le dernier point qui est normalement aussi très connu, c'est le jus SEO. Un site à sa naissance, c'est un petit peu comme un petit bébé, vous m'excuserez pour le parallèle, mais il n'a pas de force, il n'a pas de puissance. Et puis, au plus on le nourrit avec les années, au plus il va devenir fort et puissant à condition de lui donner une bonne alimentation de qualité. C'est un peu pareil avec les backlinks. Votre site, il est né avec un réservoir vide. Pour le remplir, du coup, il faut entre autres des liens qui proviennent d'autres sites qui ont déjà de la puissance et qui donc vont vous transmettre du jus SEO pour remplir votre réservoir à votre tour. Donc maintenant que vous comprenez la logique, si ce n'était pas déjà le cas, vous comprendrez bien sûr que les backlinks sont toujours importants, utiles et voire même essentiels. Il n'y a pas de débat sur le sujet. Je suis un peu radical là-dessus, mais voilà. Donc par contre, on peut quand même parler des pénalités. On entend souvent en fait que c'est interdit, donc c'est dangereux. Alors c'est pas complètement faux. Et parfois on entend même que ça marche pas, qu'il n'y a pas de résultat. Donc je vous reprends rapidement le cours de l'histoire encore en 2 minutes et après on passe aux 12 critères. En gros, avant 2012, c'était un peu le Far West sur le web, ça tirait dans tous les sens à balles réelles. Le but, c'était d'avoir le plus de liens possible et de jouer sur la quantité, peu importe la cohérence et la qualité. Donc en 2012, il y a eu une ère de terreur pour pas mal de SEO dont je faisais pas partie à l'époque. Google a voulu remettre de l'ordre et notamment parce qu'il y avait beaucoup d'abus. Et donc pour simplifier, il a en quelque sorte introduit la notion de cohérence avec un algorithme, une mise à jour qui s'appelle Penguin. À ce moment-là, il y a de nombreux sites qui se sont fait éclater complètement parce qu'ils n'avaient pas fait un travail propre, on va dire ça comme ça. À l'époque, c'était pas forcément autant nécessaire qu'aujourd'hui. Donc la mise à jour Penguin n'a pas changé l'efficacité des liens, mais elle a simplement intégré des notions qui font qu'aujourd'hui, si un lien ne répond pas à des critères précis, ça tombe bien, on va les voir juste après, il n'est pas pris en compte et donc il est inutile.
Donc, c'est d'ailleurs ça un peu le risque, c'est que vous gaspillez votre argent plus que vous ne soyez pénalisé d'ailleurs. Donc, c'est ce qui va faire toute la différence. Si vous faites des liens et que vous pensez qu'ils ont servi à rien, c'est probablement qu'ils ont mal été faits ou qu'il n'y en avait pas assez, ça peut arriver aussi. Et il y a d'autres critères de classement, bien sûr, mais celui-ci, ça reste quand même, dans la majorité des cas, un critère essentiel. N'oubliez pas, juste avant que je commence, que Google fait la chasse aux liens artificiels, donc le risque zéro n'existe pas, il faut le savoir, mais on peut éviter quand même au maximum ces pénalités en respectant ces fameux critères à minima que je vais vous présenter. Donc on est parti pour les 12 critères pour sélectionner un site de qualité. Alors nous, c'est sur la base de ces 12 critères qu'on gère l'achat de liens. Rapidement, avant de commencer, vous avez déjà vu le premier, mais pour tous nos clients et nos propres sites avec systématiquement des résultats à la clé. On a beau optimiser les contenus, faire des belles structures, faire du maillage interne, etc., etc. Si on n'a pas de backlink, on ne rank pas dans la plupart, voire une majorité des cas. Donc, c'est des critères qui sont relativement simples, hein, et pourtant, on analyse tous les jours des sites sur lesquels ils ne sont pas respectés, parfois même des sites qui sont gérés. Donc, l'idée, c'est qu'à la sortie de cette conférence, vous sachiez exactement comment faire des liens efficaces et que vous puissiez vous démarquer de vos concurrents sur le sujet. Donc c'est parti, du coup on commence par le plus basique, ça va aller crescendo, là c'est vraiment basique, le lien dofollow. Alors c'est très bête, mais c'est un critère indispensable et on n'y pense pas forcément. Un lien peut avoir différents attributs. Si on ne change pas la nature du lien lorsqu'on le met en place, il va forcément être dofollow, ce qui veut dire qu'il va vous transmettre de la puissance. C'est l'objectif d'un backlink quand vous le recevez, c'est d'obtenir de la puissance. À l'inverse, un lien nofollow ou qui comporte un attribut sponsorisé ne vous transmettra pas de puissance. Bon, généralement, les liens qui sont vendus sur les plateformes sont tous en dofollow, mais gardez l'œil ouvert parce que parfois on a des surprises. À force d'en prendre, on ne regarde plus toujours les fiches et parfois c'est indiqué nofollow, ça m'arrive encore de le voir. Donc, je trouvais ça important de le préciser, surtout s'il y a des novices, bien sûr. Alors, pour savoir du coup si le lien est en dofollow, parce que sur le coup, vous l'achetez par exemple, il est mis en place sur le site et après, il vaut mieux aller vérifier qu'il a été mis en dofollow. Bah, c'est tout simple. Je vais vous donner un exemple. On est sur le site Vinsatori. Vous prenez l'extension nofollow qui s'appelle juste comme ça, nofollow extension sur Moz ou Firefox, et vous allez sur une page web. Et là, vous voyez, il y a des liserés rouges autour des boutons qui sont ici des liens, mais c'est pareil si le lien était dans le texte. Ça veut dire que c'est en nofollow. Donc, si vous avez acheté un lien sur un article que vous allez vérifier et que vous voyez le lien qui est entouré d'un liseré rouge, l'encre que je vais vous montrer tout à l'heure, tout simplement, c'est que c'est pas bon. On va prendre un exemple textuel. Si vous allez sur un article, ici on a un lien qui est rattaché à cette encre-là, et bien tout simplement, si le lien est entouré d'un liseré rouge, c'est qu'il est en nofollow, donc il ne transmet pas de puissance. Voilà. Donc on va revenir. Amaury. Guillaume, pardon. Guillaume. Je te coupe une seconde. Regarde, pour la suite de la conférence, je pense que ça peut être utile de répondre tout de suite à Ouais. Carole. Ah, attends, je reviens alors sur le... Hop. Ah oui, pardon, tu vois pas. Elle demande de follow. Elle demande de... De follow. De follow, qu'est-ce que ça veut dire? De follow, no Ah, follow. dofollow, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon. Alors, dofollow, ça veut tout simplement dire, alors, en principe, que Google va suivre le lien. Comme follow en anglais. Du coup, un lien qui est en dofollow, quand il est sur une page, le robot Google va passer dessus, va voir le lien pour simplifier ça, et il va passer à travers ce lien. C'est en passant à travers ce lien pour aller sur ton site qu'il va tout simplement du coup faire passer le jus et la puissance SEO. À l'inverse, les liens nofollow, en théorie, disent à Google de ne pas suivre le lien. C'est-à-dire qu'on va indiquer une ressource, un point externe, etc. Mais si on le met en nofollow, on indique au robot Google de ne pas passer à travers ce lien. Alors, apparemment, selon des tests, il passerait dans tous les cas, mais le lien nofollow ne transmet pas de jus SEO et de puissance. Voilà. Donc, dofollow, c'est juste un attribut qu'il faut s'assurer que le lien soit. J'espère que c'est clair et sinon, au pire, on pourra revenir dessus à la fin. Et merci pour la question. Alors, du coup, deuxième critère. Il faut absolument un lien à vie. Encore une fois, un critère très basique. Mais l'objectif d'un backlink, c'est surtout si vous l'achetez, qu'il reste le plus longtemps possible sur le site. Sinon, vous allez recevoir de la puissance pendant une période, puis au bout de 3 mois, admettons que le site disparaît, le lien disparaît, et terminé, vous n'avez plus de puissance. Donc en général, quand on achète un lien, je reste encore dans le cadre de l'achat, on a deux choix. Le premier, c'est les sites qui proposent des liens à vie. C'est marqué aussi sur la fiche du site, ou si vous échangez avec des sites en direct,
Posez-leur la question. Et le deuxième, c'est des sites qui proposent une durée de temps limitée, donc en général 2 ou 3 ans. De notre côté, nous, on opte toujours pour des liens à vie, même si avec le temps, il va transmettre moins de puissance pour diverses raisons, ben, il continuera tout de même d'en transmettre. Donc ça revient à rentabiliser votre achat le plus longtemps possible. Donc voilà, les 2 premiers critères très basiques, indispensables, un lien dofollow, donc dofollow l'attribut HTML, et un lien à vie. On va maintenant voir du coup le deuxième critère. Le troisième critère, pardon. Le troisième critère qui est du coup aussi le plus important, c'est la thématique. Donc, un site qui est dans la même thématique que la vôtre. Il y a des critères que vous pouvez délaisser, mais surtout pas celui-là. Parmi les 12 qu'on va voir, il y en a qui sont moins importants. Je vous les résumerai à la fin. Celui-là, il est crucial. Si le lien n'est pas thématisé concrètement, c'est comme si Google considère en fait qu'il n'y a aucune raison logique à ce que le site sur lequel vous avez pris votre backlinks vous fasse un lien. Il n'y a aucune logique qui parle de vous puisque d'habitude, il ne parle jamais de votre thématique. Et pour qu'un lien soit efficace et vous transmette du jus SEO, il faut absolument que le site soit dans la même thématique que la vôtre parce qu'il faut que le lien soit pris en compte. Donc, c'est un peu comme dans la vraie vie. D'où les petits dessins ici. Si vous avez un garagiste qui vous recommande une voiture parce qu'elle est super fiable ou un site de garagiste qui recommande un site de voiture, ça paraît plutôt cohérent. Par contre, s'il recommande la page d'un site qui parle de parfum, là, c'est tout de suite un peu moins logique. Il n'y a aucune cohérence thématique, aucune cohérence métier. Alors par contre, qu'est-ce que j'entends par thématique? C'est une manière de le synthétiser, mais c'est surtout des sites qui utilisent une sémantique et donc des mots-clés qui sont similaires. Donc par exemple, un lien peut tout à fait être fait entre un site de boulanger et un site de pizzeria. Pourquoi? Parce que les deux, dans leur contenu, normalement, vont parler de pâtes, de fermentation, de farine, de levure. Donc il y a les mêmes types de mots. Voilà, donc on peut aussi jouer sur ces aspects-là. Le mieux, ça reste de choisir un site spécialisé. Si vous avez un site, un blog voyage, et vous prenez un lien depuis un blog voyage, pour prendre un exemple bateau. Mais parfois, c'est difficile. Quand on achète des liens tous les mois pendant longtemps, on galère un peu à trouver par moment. Donc à ce moment-là, on peut tout à fait s'orienter vers des sites généralistes, mais qui ont des catégories dans lesquelles il y a des articles sur votre sujet. Il peut y avoir des sites sur la finance avec management, RH, finance, comptabilité. Vous avez une société qui vend un logiciel de comptabilité. Le site ne parle pas que de comptabilité, mais vous pouvez tout à fait acheter un lien dans la section comptabilité, à certaines conditions sur lesquelles je reviendrai après. Alors, le score d'autorité, quatrième critère. Le score d'autorité, c'est la puissance d'un site. Tout simplement, tout à l'heure, je vous parlais de puissance, de jus, de notoriété. C'est la même chose. C'est un score entre 0 et 100 qui va calculer cette puissance-là. Donc, celui-là de critère, je sais que pour certains d'entre vous qui m'écoutez, il peut faire un peu parler parce que ce n'est pas un indicateur qui est 100% fiable, mais il reste important pour comparer parce qu'il y a plus un site a un score élevé, et plus il a de poids et plus il vous transmettra de jus SEO. Donc, il faut faire en sorte par rapport à votre budget d'acheter un lien qui a le plus haut score d'autorité possible et même à minima qui va être plus élevé que votre propre score d'autorité. Donc, il y a des logiciels comme SEMrush, Ahrefs, Moz qui proposent leur propre calcul de ce score, mais sachez quand même que ce calcul, il est propre à chaque outil et c'est pas une copie parfaite de l'algorithme du PageRank dont je vous parlais au début. C'est cet algorithme-là de Google qui calcule ce score d'autorité. Seulement, aujourd'hui, Google ne nous l'affiche plus, donc on ne le connaît pas. Du coup, il y a des outils sur le marché qui essayent de le reproduire. C'est pas 100% fiable, mais SEMrush, en tout cas, est l'un des outils qui a été testé le plus pertinent sur le sujet. Voilà. Donc, je vous montre un exemple. Alors, je vais prendre un lien juste avant de passer dessus. Du coup, je vais aller sur SEMrush. Si vous allez sur SEMrush, alors vous pouvez le voir en version gratuite, mais peu importe l'outil, vous pourrez le faire. Vue d'ensemble du domaine à gauche, vous tapez ici votre URL, votre site, et là, vous avez le score d'autorité. Donc, tout simplement, si vous avez un site sur le voyage et que votre site, quand vous le tapez ici, vous voyez qu'il a un score d'autorité de 20, eh bien là, vous voyez qu'il y a 41 de score d'autorité. Bon, c'est assez élevé, ce genre de lien, ça coûte cher, mais ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de problème, vous pouvez tout de suite prendre un lien sur ce site à condition qu'il corresponde aux autres critères. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais vous préciser que c'est un critère à prendre en compte parmi les autres. Le site sur lequel vous achetez un lien, il doit avoir un score d'autorité à minima identique ou supérieur au vôtre, mais pas que. Ne vous concentrez pas que là-dessus. Méfiez-vous, ça reste un indicateur. La logique d'obtenir des backlinks, c'est de devenir un site de confiance. On en a parlé, d'avoir de la puissance, d'être populaire. Mais du coup, comment on fait ça? C'est en recevant des liens de la part d'autres sites de confiance, qui eux-mêmes reçoivent des liens d'autres sites de confiance. C'est comme une galaxie de sites, c'est
tout simplement une chaîne vertueuse. Il faut s'assurer que le site sur lequel vous avez acheté un lien reçoit lui-même des liens de qualité depuis des sites de confiance. Donc, comment on peut estimer ça? Il y a plusieurs possibilités. L'une des plus connues, qui est basique, c'est grâce à l'indicateur du Trust Flow. Donc, ça a été inventé par Majestic SEO, qui est un outil que je vais vous montrer après, et qui sert à évaluer la qualité des backlinks. Alors, ça sert à évaluer la qualité des backlinks que reçoit un site ou une page de ce site. Il est matérialisé par un score de 0 à 100. Au plus il est élevé, au mieux c'est. Mais on va dire qu'un minimum de 30 ou 40, ça serait quand même pas mal. Donc, pour gagner du temps, vous pouvez checker tout simplement cet outil qui est Majestic SEO. Donc, je vais revenir encore une fois sur mon ordi ici. Voilà, vous tapez Majestic SEO. Vous pouvez le tester en gratuit. Après, sinon, bien sûr, ça passe en premium. Mais voilà, vous pouvez faire un test ici. Vous collez votre URL et vous obtenez le trust flow aussi. Donc là, on a un trust flow qui reste relativement bas, on va dire, par rapport au site. Encore une fois, c'est un indicateur à mettre en commun avec tous les autres. Mais sinon, vous pouvez aussi aller voir sur SEMrush. Et il y a encore une fois d'autres outils, mais je vous montre ce que moi j'utilise au quotidien. Vous cliquez sur le score d'autorité et vous allez voir ici directement ce que vous dit SEMrush. Un score d'autorité qui est très bon, il est de 41. Vous regardez la graphe du réseau, s'il est fiable ou pas. Ça peut aller plus loin dans le détail, mais ça vous permettra d'aller plus vite. Et ce qui est pas mal, c'est que vous descendez un peu plus bas. Vous regardez un petit peu ici la nature des liens, leur autorité par classement. Et vous regardez un petit peu aussi les encres qu'ils ont. Donc sur un site comme ça, je vais un peu vite, mais on n'a pas beaucoup de temps, je suis obligé. Au pire des cas, vous n'hésitez pas à me poser des questions à la fin. Vous pouvez aller analyser directement les domaines référents ici du site. C'est très long s'il en a des centaines, donc le TrustFlow, c'est pas mal, et SEMrush combiné pour vous donner une idée. Encore une fois, c'est un critère parmi les autres, donc si vous ne pouvez pas aller analyser tous les liens que reçoit le site, c'est pas très grave. Voilà. Donc, on va continuer du coup avec le 6e critère. Il y en a qui vont être plus rapides après. La courbe de trafic, tout simple. Là, on va faire vite. Il vous faut un minima un site qui a plusieurs milliers de visiteurs par mois. Donc, une courbe à évolution positive, comme vous pouvez la voir ici par exemple. Vous mettez le site sur votre outil préféré. Vous voyez une courbe montante ou à minima, même si elle a des variations, ce qui est totalement normal, qui finit de manière croissante à la fin. C'est plus positif qu'une courbe avec des grosses chutes. S'il y a des pics fréquents, ou qu'il y a une chute en cours qui est progressive, un peu comme l'inverse d'une hyperbole, du coup, là, c'est très mauvais signe. Donc, oubliez ce site parce que ça veut dire concrètement qu'il est en train d'être shooté, qu'il est en train de se perdre et que du coup, il est très instable et potentiellement, votre lien ne va pas vous donner de puissance dans le temps. De la même manière, si vous voyez un site qui a une courbe plate et d'un coup qui monte directement très haut comme un pic, c'est pas forcément toujours bon signe non plus. Donc, essayez de trouver des courbes qui sont plutôt régulières et montantes. Le trafic, c'est super important. Le trafic, c'est super important dans la prise en compte de la visibilité et donc de la qualité d'un site. Mais sa provenance, du coup, et vous l'avez vu, le critère suivant, elle l'est encore plus. Parce que avoir du trafic ne veut pas dire que le trafic est de qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est sur quel mot-clé va se placer le site que vous analysez. Je m'explique, il y a 2 aspects à prendre en compte. Il faut vérifier que le trafic ne vient pas que d'un seul article sur le site, ou voire de 2, mais de bien plus de contenu. Ça va montrer que le site est qualitatif et que quand il fait des contenus, Google les indexe, les prend en compte, les positionne, qu'il y a plusieurs visiteurs qui viennent sur le site et que le site fonctionne bien. Le site choisi, ensuite, il doit se placer sur des mots-clés en rapport avec votre thématique. Donc, parfois, pourquoi je vous dis ça, c'est que vous allez avoir un site qui est super beau visuellement, qui a une belle identité graphique, une belle DA, qui a un beau trafic, une autorité élevée, un trust flow, bref, pas mal de choses. Puis vous regardez la thématique visuellement et vous dites, c'est top, ça parle de la même chose que moi, donc j'y vais. Non, ne faites pas ça, allez regarder les mots-clés sur lesquels le site se place et vous pourrez comprendre parfois que c'est du pipeau. En fait, le site attire du trafic grâce à des mots-clés à fort volume, mais peu concurrentiels, mais qui n'ont absolument rien à voir avec sa thématique. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous avez un e-commerce sur le sport, vous vendez du matériel de sport et vous trouvez un site qui est en apparence qui parle de football, de sport, etc. Donc vous dites super, c'est cohérent, je vais faire un article dessus. Et en fait, quand vous allez voir les mots-clés sur lesquels il se place, je vais vous montrer après, vous voyez en fait dans les mots-clés qu'il y a marqué voiture de Kylian Mbappé, tel joueur a fait ça, un peu des potins, des garagos. Enfin, en gros, c'est pas des sujets qui sont pertinents par rapport à vous qui vendez du matériel de sport. Contrairement à un article qui va parler de la préparation physique pour le football, de la musculation, de ceci, de cela. Des fois, les articles sur lesquels se positionnent ces sites, c'est 1 gramme en milligrammes, les prénoms qui commencent par M, par N, par Y, qui font toutes les lettres de l'alphabet. Donc, ils attirent du trafic, ça gonfle le trafic,
Mais en fait, ce trafic, il n'a aucune valeur qualitative pour vous parce qu'il ne parle pas de la même chose que votre sujet. Donc, la façade du site ne veut pas dire que c'est la même chose directement derrière en termes de trafic. Donc, par exemple, si vous allez sur un site, je vais reprendre le même exemple sur le vin, et vous allez dans SEMrush, vue d'ensemble du domaine, vous tapez votre domaine, vous faites rechercher, puis vous descendez. Là, vous avez les meilleurs mots-clés organiques. En général, on n'a pas accès à la Google Search Console des sites, donc il faut bien passer par des outils externes. Peu importe celui que vous utilisez, ça vous aidera toujours. Vous allez voir les détails, et puis alors en version gratuite, vous ne verrez pas tous les mots-clés, mais en payant, vous les avez. Vous regardez un peu et vous voyez les mots-clés sur lesquels est positionné le site. Vous pouvez trier par ordre de position, donc de la plus éloignée à la plus proche. Donc voilà, sur Google, par exemple, ce site, il est positionné en top 1 sur PetNat, qui est un vin pétillant naturel, en top 1 sur des noms vins italiens connus, cave à vin, fabrication maison. Là, vous voyez que les sujets sont pertinents. Si vous vendez du vin, que vous avez un e-commerce sur le vin, là, vous regardez sur toutes les pages, tous les mots-clés. Par quoi remplacer le vin jaune, etc., etc. Tous les mots-clés sur lesquels se positionne le site sont des mots-clés cohérents avec votre thématique. Et en plus, ce site a un trafic en évolution. Donc là, c'est vraiment jackpot pour le coup. Il y a un trafic de plusieurs milliers de visiteurs et ce trafic est valable. C'est vraiment correspondant à des mots-clés euh, qui vous ressemblent du coup. Ah, pardon, j'ai pas cliqué au bon endroit. On passe au 8e critère, l'indexation. Très simple, mais encore une fois très bête. Un lien utile, c'est un lien qui est pris en compte et donc qui est sur une page qui elle-même est prise en compte et donc une page indexée par Google. Faut donc s'assurer que les pages du site que vous allez choisir s'indexent facilement parce que vous n'avez pas la main sur ce site. Vous pouvez faire qu'acheter et demander à l'éditeur différentes choses dont je vais vous parler après, mais vous n'avez pas le contrôle immédiat dessus. Donc c'est difficile de gérer l'indexation. Du coup, le mieux c'est de contrôler un petit peu qu'en gros votre article va avoir des chances de tout simplement d'être indexé, parce que c'est ce contenu-là qui va avoir votre lien et c'est ça qui va déterminer son utilité. Donc pour ça, le moyen le plus simple et gratuit, vous utilisez la commande qui est marquée là, site ou site, deux points, et vous mettez l'URL de votre choix, donc l'URL du site ou l'URL d'une page. Vous pouvez du coup prendre par exemple les 3 derniers contenus d'un site, vous allez sur sa page d'accueil, vous regardez dans son blog, vous prenez les 3, 4, 5 derniers contenus, et puis vous voyez s'ils sont indexés. Si c'est des contenus très récents et qui sont déjà indexés, c'est que Google globalement passe quand même fréquemment sur ce site, que les contenus de ce site s'indexent rapidement, et donc si vous achetez un lien sur ce site, ça va nécessiter la création d'une nouvelle page, et ça vous rassurera sur le fait qu'elle a des chances d'être rapidement indexée. Encore une fois, pas de certitude, mais ça aide à pousser tout ça. Le 9e critère, il en reste plus que 3. Éviter les sites de vente de liens. Alors, ça, c'est un peu particulier d'annoncer quelque chose comme ça, parce qu'il y a des sites qui sont créés pour ça et qui sont très bien aussi. Mais tout simplement, allez voir le site. Si toutes les pages ont un lien externe vers d'autres pages, que vous voyez qu'elles sont rattachées à des mots, des encres, je vous expliquerai ce que c'est après pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont optimisées, que tous les sites sur lesquels elles rejoignent sont des promotions, des choses comme ça. En gros, c'est que le site a été créé pour ça. La personne qui a fait ce site web s'est dit, moi, je vais faire de la vente de liens parce que ça rapporte de l'argent. Et du coup, il crée un site et tous les articles qu'il met en ligne, dedans, il les vend avec des liens. Même au début, pas forcément, il faut bien lancer le site, mais après, ça peut être le cas. Donc majoritairement, les pages contiennent des liens et c'est pas très bon signe parce que ça peut tout simplement, le site peut se faire shooter, peut avoir des pénalités. Et puis en général, même si vous pouvez choisir un site qui a été fait pour ça, qui a de belles métriques, ça arrive. Il vaut mieux un site de type passion parce qu'on voit que l'éditeur il a créé ce site dans lequel il va mettre de l'amour, du travail, il a plusieurs activités et il vend aussi des liens et par exemple vous pouvez aller voir le site Vinsatori que je vous montrais tout à l'heure, c'est un site passion à la base mais il a de belles métriques SEO aussi et en fait quand on regarde tous les articles du blog il y en a énormément qui n'ont pas de lien externe, ils ont été vraiment là pour se positionner, attirer du trafic. Donc voilà, ça montre à Google qu'on fait des vrais contenus pour se positionner, qu'on est un site de confiance et qu'on ne fait pas que vendre du lien. Encore une fois, c'est toujours une affaire de confiance et de qualité. Le 10e critère, et celui-là, je l'entends pas souvent, les mentions légales, extrêmement simple à vérifier du coup. Tout simplement, il faut qu'un site ait des mentions légales quand on achète un lien dessus. Alors pourquoi? C'est pas forcément un argument technique, même si les mentions légales, ça fait partie des critères de confiance quand même. Mais avoir des mentions légales, déjà, c'est obligatoire. Donc c'est que c'est un critère de confiance et de légalité et pour nous il est essentiel parce que qui dit acheter un lien dit dépenser de l'argent. Moi je donne pas d'argent à quelqu'un qui n'a même pas daigné mettre ses informations légales dans son site.
On n'a pas confiance parce que la personne, elle veut pas associer son identité juridique au site et ça montre un peu son manque d'investissement, on va dire ça comme ça, et de lien avec le site web. Dans tous les cas, il vaut mieux choisir le site d'une personne qui semble y apporter de l'attention et qui a directement ses mentions légales, entre autres. Ça montre que votre lien va être suivi potentiellement, que vous aurez des réponses plus facilement, qu'il y a un moyen de contact. La communication peut être facilitée. C'est aussi important quand vous faites de l'achat de liens, c'est de pouvoir communiquer avec l'éditeur et de pas simplement faire un transfert d'argent. Voilà. Les 2 derniers critères, et après, c'est fini pour les 12 critères. L'ancienneté du site, un site qui a réussi à survivre 10 ans et qui conserve des bonnes métriques malgré toutes les mises à jour Google depuis des années, bah, ça reste un site de qualité encore plus du coup. Au plus le site est vieux, au plus les contenus sont vieux, mais qui sont toujours positionnés, le site a de bonnes métriques et au plus Google a marqué sa confiance en ce site. Et donc il a plus de chances de perdurer dans le temps. Donc forcément, si vous achetez un lien pour le mettre sur ce site, eh bien l'investissement sera potentiellement plus long terme parce que ça veut dire que ce site va perdurer, que votre lien avec. Donc, à métrique égale entre 2 sites, privilégiez plutôt l'ancienneté. Après, il y a des sites qui ont 6 mois et qui sont super, voilà, ça peut arriver, mais toujours privilégier l'ancienneté. Et enfin, le 12e et dernier critère. Alors, c'est pas un critère de choix ou de non-choix. Le truc, c'est juste de vous dire que c'est toujours important de comprendre dans quelle mesure la durée de visibilité d'un lien sur la page d'accueil ou sur une autre page, elle est importante. En fait, au plus un lien s'enfonce dans le site avec le temps, et avec la création d'autres articles qui viennent le pousser dans les pages du blog, bah, par exemple, je peux vous montrer, ce sera plus parlant. Ici, on est sur le site Vinsatori. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait plusieurs pages de blog, mais en gros, vous le voyez, il y a plein d'articles de blog. Donc là, c'est la page du blog. Imaginez qu'il y ait 12 ou 13 pages de blog, donc comme des e-commerce avec tous les produits de page en page, ce qu'on appelle la pagination. Eh bien, tout simplement, vous achetez un article qui était là, hop, il tombe ici, top 5 des vins italiens, puis l'éditeur, il continue de produire des contenus. Il continue, et votre article, il s'enfonce. Et en fait, au plus votre article va s'enfoncer, au plus le lien va s'enfoncer dans le temps, et donc au moins, il va vous donner de puissance. Alors, c'est un peu inévitable, mais du coup, c'est pas mal quand vous choisissez des sites qui ne produisent pas 10 articles par jour. Je dis pas qu'il faut pas les prendre dessus, mais encore une fois, au mieux, essayez de choisir des articles, des sites qui ne produisent pas de manière excessive et sur lesquels, par exemple, vous allez voir sur la page d'accueil, s'ils ont mis les derniers articles publiés, vous regardez la date de publication et si vous voyez que c'est tous des articles du jour même et qu'après ils disparaissent le lendemain, bon, ça veut dire que votre lien, il va quand même être utile si les autres critères sont remplis, mais qu'il va l'être un peu moins longtemps. Quoique, il y a une technique après pour le rehausser, je vais vous en parler à la fin. Donc par exemple, j'en profite pour dire que les sites comme Marie-Claire, Le Monde, l'Écho, avec les Échos, et cetera, les très gros sites médias, ce sont de très bons sites, très puissants, mais qui produisent des dizaines d'articles par jour. Donc le vôtre, si vous payez un lien sur ce site-là, il va forcément très vite se perdre dans la masse. Voilà. Voilà, maintenant on a tous les critères pour sélectionner un super site de qualité. En tout cas, c'est les principaux et ce sont les nôtres. Si vous en avez oublié certains ou que vous n'avez pas pu suivre, bah, vous inquiétez pas, je sais qu'il y aura le replay sur YouTube normalement. Mais voilà, il y a potentiellement d'autres liens, mais ceux-là sont suffisants, croyez-moi. Parmi ces 12 critères, voici les 6 qui sont non négociables. Un site qui accepte les liens dofollow et avis, un qui est dans la même thématique, l'autorité du site au-dessus ou égale ou supérieure à la vôtre, le trust flow ou le fait que le site reçoit des liens de confiance, mais même globalement est un site de confiance, et la courbe de trafic du site qui fait pas des grosses chutes libres. Et puis, petite touche un peu plus personnelle, faites confiance à votre intuition aussi. Une fois que vous avez vu ces critères-là, quand vous allez sur un site, vous le voyez si c'est un bon site. Il a vraiment, on le voit quand il y a de l'investissement dedans, sur la charte graphique, sur l'UX, sur tout, sur le contenu en lui-même. Donc voilà, ça reste important dans le meilleur des cas. Alors, maintenant, on va passer à une autre partie qui est un petit peu différente et qui va être plus rapide, c'est comment maximiser l'efficacité du backlink. Pourquoi? Parce que, ok, on sait choisir un super site, c'est génial. Par contre, derrière, il faut absolument savoir comment mettre en place ce lien. Je reviens rapidement sur un élément que j'avais oublié, mais encore une fois, les critères que je vous ai donnés avant, c'est des métriques qui sont faites par des outils la plupart du temps. Donc, par essence, elles ne sont pas parfaites. Un site, il peut avoir un gros domaine d'autorité, une grosse puissance, un trust flow super, du trafic, mais pour autant, ces contenus ne sont peut-être pas de qualité. Donc, c'est pour ça que c'est assez important pour moi que vous compreniez que c'est vraiment cet ensemble de critères qu'il faut prendre en compte et pas se dire « Ah tiens, Guillaume, il a donné 12 critères, celui-là, il est bon, je prends le site ». Ça ne fonctionnera pas comme ça. Voilà. Alors, pour ce qui est de maximiser l'efficacité du backlink, il y a plusieurs éléments.
Le premier, c'est de vous dire qu'un bon backlink, c'est aussi un bon article pour le contenir. Un bon backlink, ça va être un site de qualité, déjà, on l'a dit, cohérent thématiquement avec la vôtre. Et du coup, c'est la même chose pour un article. Le lien, il doit être contextualisé dans un contenu en rapport avec le sujet de la page que vous voulez booster. Alors, pour être un peu plus clair, je pense que là, ce sera... Ici, on a un article qui parle de quel est le meilleur calendrier de l'Avent bière. On commence le sujet, on voit que ça parle de ça, et le premier lien qui est là, c'est calendrier de l'Avent bière. Si je clique dessus, ça va me ramener sur un site qui vend des calendriers de l'Avent bière. On ne peut pas faire mieux en termes de contextualisation. On a un article qui parle des calendriers de l'avant-bière qui redirige vers un site qui vend des calendriers de l'avant-bière. Voilà, c'est un peu le contexte. Donc la logique. Du coup, il faut choisir déjà la thématique de l'article en rapport avec la vôtre. Mais c'est pas tout. Il faut faire attention aux mots-clés que vous allez cibler et à la concurrence. Et pour ça, on a une petite astuce. Que ça soit vous ou pas qui écriviez l'article, en fait, il faut faire en sorte de maximiser les chances que cet article soit pris en compte par Google. Et donc indexé, je me répète sur le sujet, ce qui est le minimum du minimum. Le top du top, c'est que l'article, en dehors d'être indexé, il soit même un peu positionné dans le top 100 sur Google. Le mieux, ce serait dans le top 10, mais il ne faut pas rêver, c'est quand même assez rare, vu qu'on ne peut pas gérer les sites sur lesquels on achète des liens directement. Donc en fait, au plus un article se positionne près du top 5, au plus il est visité et au plus c'est un signal positif pour Google parce qu'il a vraiment une chance que le lien soit cliqué par des humains. Et c'est ça aussi qui fait la puissance d'un lien, même si ce n'est pas nécessaire d'avoir du trafic pour que le lien fonctionne, mais enfin, ça reste important. Donc, on a une petite astuce pour ça qui est tout à fait simple, mais il faut y penser, c'est de choisir une requête, c'est-à-dire un mot-clé principal qui est peu concurrentiel pour maximiser le potentiel d'indexation de votre article. Donc, vous demandez à un site de faire un backlink pour vous, vous lui proposez un sujet d'article et dans ce sujet d'article, vous allez cibler un mot-clé qui est pertinent avec votre thématique, qui est vraiment recherché par des internautes et qui est peu concurrentiel. Et à minima ensuite, vous créez vous-même la structure de l'article si vous savez le faire. Il faut qu'elle soit optimisée parce que l'éditeur de site, des fois, il va prendre l'IA, il va faire un article à l'arrache ou alors il va... Enfin, l'IA n'est pas forcément à l'arrache quand même, attention à ça. Mais voilà, il ne va pas forcément travailler l'optimisation de la structure. Et du coup, l'article va galérer à s'indexer. Alors que si vous faites vous-même une structure bien optimisée avec les mots-clés secondaires, les questions et tout, quand vous lui donnez, la plupart des sites l'acceptent, ils n'ont plus qu'à remplir le contenu et au moins vous maximisez le positionnement du contenu. Donc voilà, rappelez-vous encore une fois qu'un lien est pris en compte avant tout quand le lien est positionné dans une page indexée par Google. Donc ça reste le nerf de la guerre aussi. On parlait tout à l'heure en introduction de l'encre et j'ai repris ce mot plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est une encre pour ceux qui ne connaissent pas le terme? C'est tout simplement le groupe de mots qui contient votre lien, auquel va être rattaché votre lien. Donc tout à l'heure, on était sur cette page-là. Je vous l'ai dit plusieurs fois, mais donc on a un contenu, on descend, et puis en fait, là, on voit que c'est en surbrillance. C'est ça, une encre. On clique dessus et on arrive sur l'autre site. Donc, comme une encre de bateau, tout simplement, le lien, l'amarre est rattaché à cette encre directement. Donc, ça, c'est un sujet extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est cette encre qui va permettre à Google de comprendre de quoi parle la page de destination. Ça va contextualiser votre backlink. Ça donne de l'info à Google sur le sujet dont vous parlez. Donc, par exemple, si vous parlez de baskets noires, vous vendez des baskets noires, le fait que vous obteniez un lien qui provienne d'un article qui parle de comment choisir ces baskets noires, ça va vous donner plus de chances de vous positionner dessus si l'encre est basket noire également. Google va comprendre directement que la page ciblée par le lien parle de basket noire. C'est d'autant plus important que selon le niveau de concurrence, sur un mot-clé que vous voulez cibler avec votre page et donc pour laquelle vous avez acheté des backlinks pour la booster, si vous n'avez aucune encre optimisée, vous n'avez aucune chance de vous positionner sur votre requête. Après, attention, vraiment, avoir trop d'encre optimisée, ça peut justement vous faire vous pénaliser. C'est là le seul risque par rapport aux pénalités Google, en tout cas le plus présent. Sinon, ce serait malheureusement trop facile, mais pas de panique, je vais vous expliquer comment éviter ça. Du coup, tout simplement, il faut varier les types d'encre. On va avoir grosso modo 3 types d'encre, optimisé, semi-optimisé et générique. Optimisé, ça va être dans le cas qu'on avait là, basket noir ou calendrier de l'avant 20 sur la page que je vous montrais avant. Un semi-optimisé, ça va être basket noir de qualité pas chère ou calendrier de l'avant 20 les plus populaires sur le marché. Voilà, c'est une phrase un peu plus longue dans laquelle il y a votre mot-clé principal. Et un générique, c'est des modèles intemporels, cliquez ici, voir plus, etc. Il faut arriver à faire le bon équilibre entre ces 3 types d'encre pour que Google n'ait pas l'impression
que comme par hasard, tous les sites qui pointent vers vous ont une encre hyper optimisée, ce qui n'est pas du tout naturel. Il va bien sûr comprendre que c'est des choses que vous avez payées, et comme il fait la chasse aux liens artificiels, il va vous griller. Donc le but, c'est d'arriver à bien équilibrer ça. Alors, faut pas non plus se stresser trop, hein, c'est quelque chose qui se fait assez bien, mais comment faire au mieux, en tout cas nous, notre technique, c'est tout simplement d'aller voir les concurrents. Comme d'habitude, on va analyser ces concurrents. Il faut voir le taux d'optimisation que reçoivent les backlinks de vos concurrents. Alors pour ça, on va sur SEMrush. Je vais aller dans vue d'ensemble des mots-clés ici. Et puis je vais taper par exemple, tout à l'heure on était sur calendrier de l'Avent, bière, je pense qu'on va voir. On fait rechercher, donc là on va passer sur SEMrush, mais on voit qu'il y a du volume, etc., etc. On descend tout en bas. Ici, on a une reproduction de ce que nous ressort Google quand on tape calendrier de l'Avent-bière. C'est le top 10, tout simplement. On peut avoir le top 11 à 20, 21 à 30, etc. Ici, vous allez voir, pour chaque page qui est positionnée sur ce mot-clé-là, l'autorité de la page précisément, c'est ça, l'authority score, donc 22, 12, 55, etc. Le nombre de domaines références, c'est-à-dire le nombre de liens de sites qui font un lien à ces pages-là, et le nombre de backlinks. Donc en fait, on va aller du coup sur domaine ou backlinks plutôt. Enfin, peu importe, vous allez cliquer dessus et là, vous voyez, il y a marqué ancrage ici. Donc là, je suis sur le site VNB qui est top 1 sur le mot-clé calendrier de l'Avent-bière. Je vais sur les encres et ici, je peux voir toutes les encres que reçoit cette page. Et donc, on peut voir qu'il y a 14 encres qui sont non optimisées. Chopées sur VNB, aucun rapport, alors oui, avec la marque, mais aucun rapport avec le sujet. Par contre, là, on a calendrier de l'Avent-bière, 7. On a Beer Advent Calendar. Bon, là, c'est en anglais, mais ça fonctionne. Calendrier de l'Avent-bière, encore une fois. Calendario, etc., etc. Calendrier de l'Avent-bière 2023. Donc là, vous voyez, c'est très, très, très optimisé. Ils ont un peu poussé le bouchon un peu loin. Mais du coup, vous comptez le nombre de liens total quand il n'y en a pas des milliers. Et puis, vous essayez de faire un petit ratio et de voir combien de liens sont optimisés sur le total des liens. Et puis, à la fin, vous vous dites, moi, je vais faire pareil, voire 5 à 10% de plus. Comme ça, vous vous assurez que vous faites comme vos concurrents en un peu mieux. Pourquoi vos concurrents? Parce que dites-vous que s'ils sont dans le top 5 ou dans le top 3, c'est que Google a validé le fait qu'ils y soient. Donc pour lui, le fait qu'ils reçoivent des liens avec des encres optimisées à tel niveau est acceptable. Donc vous pouvez y aller. Parfois, dans certains cas, il n'y a pas d'optimisation, il n'y a pas de concurrence, ou plus ou moins. Si vous devez quand même faire des liens, tout simplement, dites-vous que vous essayez de faire à peu près du 50-50 au début pour y aller doucement. Vous faites des encres optimisées, semi-optimisées, et puis derrière, vous achetez des liens avec des encres qui sont génériques. Alors, donc tout ça, c'est pour paraître naturel. Je vous donnerai après, je ne sais plus si j'ai plus la page en tête, non, on en parlera après. Cette encre, on va la positionner comment dans le texte? Parce que vous l'avez vu tout à l'heure dans l'article que je vous montrais, elle est tout en haut. C'est pas pour rien qu'elle est là. La position de l'encre, elle va transmettre plus ou moins de jus SEO en fonction de l'endroit où vous le placez dans le contenu. En fait, au plus une encre est susceptible d'être cliquée réellement, au plus elle a de poids pour Google. Donc si vous la mettez tout en bas du contenu, il n'y a pas tous les gens qui vont aller en vérité en bas du contenu et cliquer dessus. Donc pour Google, en termes de prédiction, c'est potentiellement impossible qu'ils cliquent dessus. Google aujourd'hui peut même le voir via Chrome directement quand il y a vraiment des clics, etc. Mais bref, on va pas partir là-dessus. En gros, la position de l'encre transmet plus ou moins du SEO. Donc, il faut toujours placer votre backlink dans le premier paragraphe de l'article. Je vois un site, j'achète un backlink dessus, je lui demande de faire un lien vers ma page. Eh bien, dans l'article qui va contenir mon lien sur ce site, je mets une encre en haut de la page. Et après, si vous voulez mettre un lien d'autorité externe, un autre lien vers l'une de vos pages ou quoi, mettez-les en deuxième position. Peu importe à la fin, au milieu, mais toujours l'encre principale en haut de l'article. J'en viens justement à un sujet, alors j'aurais peut-être dû inverser les pages, mais il y a 2 secondes, je vous parlais de l'importance de différencier les encres, de les varier. La problématique, c'est qu'un backlink, ça coûte cher, souvent, c'est un budget, en tout cas quand on les achète, encore une fois. Et du coup, moi, ça m'embête un peu de me dire que je vais aller acheter des sites chers pour lesquels je vais mettre des encres comme cliquez ici, voire plus. Parce que ça veut dire que je vais acheter un super backlink, mais qui ne va pas être maximisé parce que mon encre, elle ne sera pas optimisée. Donc, pour éviter de faire ça, pour maximiser votre budget, il y a une stratégie toute simple. Vous faites l'équilibre entre les deux. En gros, vous allez acheter des articles sur des sites de qualité qui contiennent votre backlink et mettre une encre optimisée sur ces derniers, donc les plus chers et les plus qualitatifs. Plus cher ne veut pas toujours dire qualitatif, mais c'est souvent lié.
Donc, un site de qualité qui répond à tous les critères vus précédemment, vous lui faites un article, il prend votre lien et vous me demandez une encre optimisée. Je ne vous le précisais pas, mais vous pouvez demander à travers la plateforme l'encre optimisée. Au pire, pour ça, je vous laisserai demander à LinksGarden aussi. Et après, sinon, pour les autres backlinks, du coup, pour désoptimiser le niveau d'optimisation de vos encres, eh bien là, vous allez acheter des petits sites pas très chers, pas très qualitatifs, mais qui restent cohérents thématiquement. Et là, vous allez mettre des encres non optimisées. Donc, par exemple, pour ma page qui vend des chaussures, je vais aller acheter 2 liens de super qualité sur 2 sites de super qualité et les 2 encres qui vont pointer vers moi, ce sera chaussures tout court et chaussures, enfin acheter des chaussures ou quelque chose comme ça. C'est un exemple, c'est pas forcément le meilleur cas, mais voilà. Et en face, pour déséquilibrer, on va aller chercher 3 autres sites de très petite qualité, mais qui vont être cohérents thématiquement et qui vont s'indexer, ça reste important. Et là, on fera un clic ici, voir les modèles les plus à la mode et je ne sais quoi, la marque par exemple ou l'URL de la page. Ça permet en fait de désoptimiser, sauf que du coup, vous avez profité de votre budget pour mettre le maximum sur les vrais sites et un peu moins sur les autres. Et donc pour ça, il y a par exemple LinksGarden et Links Club qui permettent de faire ce genre de stratégie. C'est l'heure des bonus du coup. Alors, il y en a 3, donc ça va, j'ai très très vite fini. Demande de maillage interne. Tout simplement, quand vous contactez un site pour lui demander de mettre votre backlink, d'héberger votre lien, jetez un œil aux autres articles du site. Et si vous trouvez des articles sur le même sujet, alors par exemple, vous vendez des filtres à eau et vous voulez faire un article sur comment choisir un filtre à eau, et puis vous voyez que sur le site, il y a quelqu'un qui a mis pourquoi installer un adoucisseur à la maison. Vous demandez à l'éditeur du site s'il ne peut pas faire un lien entre vos 2 articles sur ce site. Donc, il va faire un lien depuis adoucisseur machin jusqu'à votre nouvel article qui lui-même va faire un lien vers votre site. Ça permet d'augmenter les chances d'indexation de l'article si l'autre est déjà indexé en interne. Et puis, ça vous transmet plus de jus SEO et au passage, selon le maillage interne du site, ça permet d'alléger un peu ce côté de profondeur qui fait que votre article va perdre de la puissance. Donc, ça coûte rien, demandez-le si jamais c'est le cas. Ça rajoute de la cohérence à votre nouvel article dans le site puisqu'il va être relié avec d'autres sujets similaires. Enfin, vous pouvez pas obligatoirement, mais faire un deuxième lien vers des pages complémentaires de votre site. Selon les cas, un site e-commerce, par exemple, va faire un lien vers un contenu, puis vers la page d'accueil, vers une fiche produit, puis vers un contenu complémentaire. Ça peut être plus naturel pour Google aussi. N'hésitez pas à mettre un lien d'autorité également dans votre article, c'est-à-dire un lien de référence vers Le Monde, l'équipe, quelque chose comme ça, en fin d'article, toujours après votre encre. Et le dernier bonus, c'est le relinking. Alors, c'est une technique SEO qui est connue, je pense, mais qui n'est pas très utilisée, j'ai l'impression. Le relinking, tout simplement, ça a 2 utilités. Pousser l'indexation de l'article qui contient votre lien et rebooster un lien. Donc, j'achète un lien sur un site. Le site, il me dit, je vais faire indexer l'article. Je regarde, l'article, il n'est pas indexé. J'ai fait ma commande site 2 points. OK, mais il n'est pas indexé. Je relance une fois, 2 fois. Au bout d'un moment, j'ai des retours, mais ça ne marche pas. Bon, j'ai payé, je ne veux pas me faire avoir. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais acheter un petit lien de qualité moindre, pas très cher, sur un autre site. Et ce lien, je vais le faire pointer vers le lien que j'ai acheté. Donc en fait, ça fait, vous le voyez sur le schéma, mais il y a votre site, le site qui vous a fait un lien, et vous faites un lien vers ce site avec un lien de relinking. Je vous parle d'un lien à 10 euros, hein, je ne vous parle pas de refaire un achat pour booster l'autre site. Ça va faire en sorte qu'en fait, le premier lien de relinking va booster la puissance du lien qui vous fait un lien, de la page qui vous fait un lien, pardon. Donc tout simplement, ça poussera son indexation. Et puis aussi, si vous faites des liens tous les mois pendant 1 an, 2 ans, n'hésitez pas pendant 1 mois à couper et à prendre votre budget pour faire que du relinking. C'est-à-dire que vous allez prendre tous vos anciens liens que vous avez faits et vous leur refaites tous un petit lien dessus. Certes, c'est pas votre site, vous allez dépenser de l'argent pour d'autres sites, mais indirectement, ça vous bénéficie. Et franchement, c'est très efficace comme technique. Et en plus, ça permet un peu de noyer le poisson parce que quand on fait des liens tous les mois, tout le temps, au bout d'un moment, c'est bien de varier un petit peu. Voilà, c'est la fin de la conférence. Donc déjà, n'oubliez pas qu'un backlink ne sera efficace sur le long terme que si la page qui le reçoit est optimisée, est indexée. Et maintenant, je pense que vous êtes capable de battre vos concurrents en faisant des liens mieux que personne. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis merci à LinksGarden et à vous tous de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, eh bien, je suis dispo. Tac, je remets mon micro. Ça y est, Merci je pour cette t'entends. conférence, Guillaume. Merci Guillaume. Avant de passer aux questions, je vais faire un petit complément d'information. Là, Guillaume vous a expliqué comment choisir un lien. Maintenant, il faut aussi bien avoir en tête qu'il faut que ça s'adapte à votre projet. Selon la thématique que vous allez travailler et ainsi de suite, il y a plein de choses qui peuvent être à faire attention là-dessus.
Et en plus de ça, je vais rajouter une deuxième chose aussi. Guillaume est un consultant SEO avec des compétences déjà. Donc, effectivement, lui, il a la sensibilité pour bien les choisir. Ça reste un métier. Donc aussi, n'hésitez pas à faire confiance. Et là, je vais faire notre auto-promo vu que c'est notre événement aussi. N'hésitez pas à faire confiance aux consultants de LinksGarden. On a mis une offre aussi justement pour les audits live là-dessus. C'est un vrai métier d'acheter des liens. Guillaume a la sensibilité et il sait le faire parce que justement, c'est un vrai consultant SEO. Mais quand vous gérez votre e-commerce, que vous gérez déjà vos produits, que vous gérez tout ça et ainsi de suite, effectivement, c'est quelque chose qui peut être un peu plus compliqué. J'ai vu que ça demandait quelle plateforme vous pouvez utiliser, comment vous pouvez voir les différentes métriques. Là, n'hésitez pas à vous rapprocher d'une plateforme comme LinksGarden et on pourra vous accompagner et vous aider sur cette démarche-là. Merci Guillaume, en tout cas, c'était très, très, très clair. On va passer aux différentes questions. Yes. Juste, pardon, Alain, je ne veux pas te couper, mais mais je te remercie de rajouter ça parce que c'est quand même assez complet ce que j'ai expliqué. Mais vu d'une traite, on dit ah oui, ok, super, mais après, il faut arriver à l'appliquer. L'idée, c'était surtout de dégrossir le sujet et de pouvoir montrer aussi aux sites qui ne sont pas compétents là-dessus de comprendre, en fait. Et avant d'acheter un service, on peut au moins le comprendre, tu vois. Donc, ça permet ça. Mais clairement, tu as raison, il faut quand même passer par des pros la plupart du temps parce que juste, ne serait-ce que sur l'optimisation des encres, ça peut être particulier, quoi. C'est ça, voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous audit avec nous où justement, on vous expliquera et on rentrera plus en détail là-dessus. Et pareil, justement, il a donné plein de tips. Mais selon la thématique ou la niche que vous êtes, par exemple, les liens médias, il en a parlé. Les liens médias, si vous visez un mot-clé à 30 de volume de recherche avec des petits produits, personnellement, par exemple, ce n'est pas adapté. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, à poser les différentes questions. Faut-il être chauve pour réussir en SEO? Je vais dire oui, du coup. Ouais, c'est clair. C'est clair. Je suis en train, voilà, on est en train de lancer une mode. Rasez-vous la tête. Et puis, on voit que ta conférence a vraiment été appréciée. On a eu beaucoup de commentaires, beaucoup d'interactions en direct. Merci, Carole. Avec Carole qui est super contente de la conférence. Ouais, okay, merci beaucoup. Bien. Merci parce que honnêtement, il y a des fois où je m'écoutais à moitié parler, je me disais waouh, là je vais un peu dans le détail, c'est un peu, enfin il y avait beaucoup d'éléments et je me suis dit s'il y a des gens qui connaissent même pas ce que c'est qu'un lien, c'est compliqué. Mais comme je sais que vous avez une audience diversifiée, j'essaie de faire un entre-deux quoi. Donc, non, ça a collé. Il y avait des petits termes là, tout de suite de follow et tout. Après, c'est bon, tu as pris le pli là-dessus. Donc, on est plutôt bien. Et justement, en parlant d'un peu des mots qu'on a entendus, il y avait celle-là d'Elora qui a beaucoup intervenu lors de la conférence. Donc, entre le TF et le TTF, on privilégie le TTF. Honnêtement, je suis intéressé d'avoir votre avis là-dessus, mais oui, Trust Topic, oui, quand même, parce que du coup, c'est le mélange des deux. En fait, ça revient à condenser avec un terme les deux critères que j'ai donnés, c'est-à-dire de s'assurer que le site est bien sur le bon sujet et qu'il est qualitatif autour de ça, et puis aussi qu'il a un trust flow, donc qu'il reçoit des liens de qualité. J'allais dire ça, j'allais dire le TTF dans le sens où pas forcément il s'est arrêté dessus, parce que des fois, ça peut être un peu selon les liens qu'on a sur les sites différents, mais d'être bien sur un site thématisé. Ça, je rebondis là-dessus par contre, d'être sur un site bien thématisé. Le TF en lui-même, en toute transparence, c'est pas la stat qu'on regarde le plus chez LinksGarden parce que si on rentre un peu dans les détails des consultants SEO, on sait qu'on peut un peu en faire ce qu'on veut de cette stat-là. Oui, c'est clair. Donc, voilà, celle-là, on s'en sert, mais différemment, on va dire. Ouais, et puis justement, donc, alors encore une fois, tu vois, je l'ai mis comme un critère, mais je ne l'ai pas assez dit pour celui-là. Ça, c'est pas un critère vital où en fait, ça permet d'éliminer les catastrophes, on va dire. C'est-à-dire que des fois, les TF très bas, tu dis waouh, celui-là, j'avais pas vu ça arriver, c'est mort. Par contre, c'est pas parce qu'il y a ça. Là, tout à l'heure, le site que je vous ai montré, Amoureux du Monde, c'est un site qui fait 100 000 visites par mois, qui est vraiment très qualitatif. Tous les contenus sont faits à la main. Enfin, c'est un site super. Pour autant, le TF était affiché à 30. Donc, ça reste un critère qui permet de se dire, tant que c'est pas à 0, à 10, voilà, ça passe quoi. Mais ne vous dites pas, incroyable, il est à 50, le site est parfait. C'est encore une fois un ensemble de tous les critères. C'est ce que j'allais dire. C'est comme ça qu'on s'en sert du TF. C'est plus pour vérifier la qualité des liens que le site reçoit. Si le site reçoit 200 liens, mais qu'il a un TF de 0, effectivement, c'est-à-dire que les liens qu'il reçoit sont très mauvais. Donc, ce n'est pas intéressant. Donc, on ne regarde pas le score en lui-même, mais on regarde plutôt qu'effectivement, il ne soit pas trop bas et qu'ils veulent dire tout et n'importe quoi. Et par contre, voilà, le site thématisé, ça, voilà, moi, je suis assez convaincu de ça. On voyait beaucoup trop à l'époque des sites généralistes avec catégorie administratif, catégorie CBD, catégorie adulte. Et il y avait toutes les catégories qui se suivaient.
Et là, on avait vraiment des fermes à liens, comme on pouvait appeler ça. Aujourd'hui, on est beaucoup plus… on va chercher beaucoup plus la qualité. Alors oui, on est sur des sites où il y a beaucoup de liens. Ça, c'est évident. Comme a dit Guillaume, il faut quand même faire attention à ça. Cependant, aujourd'hui, le site, du moment qu'il est bien thématisé et surtout que l'article est indexé, hein, ça, Guillaume a bien insisté là-dessus, c'est quand même la base de la base. Là, vous aurez votre lien de qualité qui va faire votre taf, il n'y a pas de souci. Ouais. Puis il y a plein de liens, il y a plein de sites sur votre plateforme qui ont des liens, mais qui ont aussi des articles sans lien. Enfin, c'est encore une fois, c'est pas un critère à bannir à tout jamais, quoi. Voilà. Ouais. Ah ben, un site avec 100% des articles avec des liens, j'aurais envie de te rejoindre, hein. Moi aussi, ça me ferait un peu peur. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille énormément sur nos sites à nous et que justement, il y a aussi des articles sans lien parce que sinon, c'est évidemment compliqué. Oui. Tac, tac, tac. On a Papier Pupi qui redemandait le nom de l'extension que tu as utilisée au tout début de la conférence. Oui. Alors, je vais vérifier parce qu'en le disant, je me suis dit, mince, est-ce que c'est no ou do? Ben voilà, donc c'est nofollow. Je vais juste. Yes, elle est là. C'est nofollow extension. Alors, je vais le mettre. Il y a un chat, je pense. Attendez, pardon. Ah ben oui, je le mets dans le chat, voilà. Vous tapez ça sur Google, Firefox ou Chrome et non, je crois qu'elle fonctionne plus que sur Firefox, mais bref, et donc vous le verrez. Ça, c'est plutôt pas mal, quoi, pour vérifier. Ou même quand vous auditez des sites, d'ailleurs, pour les consultants, pour voir s'il y a des liens nofollow. Enfin, c'est tellement visuel que c'est pratique et c'est gratuit. Tiens, on avait une question sur la différence entre les outils. Ça, voilà, comme tu l'as dit, chaque outil a ses stats, quoi, hein. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que j'ai mis la question pour le répéter. Chaque outil est différent. Chaque outil va donner des stats différentes. Je te laisse faire le point là-dessus, Guillaume. Yes, bah, bon, déjà, franchement, Href, SEMrush, les deux sont top pour des éléments différents. Honnêtement, Href, SEMrush sont pour moi plus fiables que d'autres outils sur le marché par rapport au calcul d'Authority Score. Mais du coup, en fait, DR, PR, AS, machin, c'est toujours la même chose. C'est le score d'autorité. Et comme dit Alain. Et puis, en gros, la différence entre les deux outils, il vaut mieux leur demander parce que je connais pas le détail de leurs algorithmes. Mais grosso modo, c'est censé être calculé de la même manière. C'est la quantité et qualité de liens que reçoit le site, le trafic organique. Il y a aussi parfois des éléments sur le maillage interne. De ce que j'ai lu il n'y a pas longtemps, encore une fois, je ne veux pas incriminer Href parce que c'est vraiment un super outil. Ils ont fait des tests. Il y a des gens qui ont fait des tests sur ça avec plusieurs sites. Ça reste des tests faits comme ça, hein. Et l'outil qui avait été le moins manipulé, c'était SEMrush, justement sur l'Authority Score, parce qu'on peut manipuler un Authority Score. Mais voilà. Donc, pas de différence en fait entre domain rating et score d'autorité. Il faut bien faire attention quand même au fait que domain rating, ça peut s'apparenter à l'autorité du domaine, donc du site en entier, et que score d'autorité, ça peut s'apparenter au score d'autorité d'une page. Deux choses différentes. C'est ça. Il faut faire attention en fait avec toutes les métriques qui sont faites par les plateformes, qui sont censées refléter en fait ce que voit Google, mais en réalité, c'est compliqué d'avoir des métriques qui sont 100% fiables et non manipulables. C'est pour ça qu'encore une fois, je disais en gros, si le vôtre est de 20, dites-vous qu'à minima, il faut la même chose, voire plus à côté. Mais ça ne fait pas tout. Des fois, nous, par exemple, à force de prendre des liens, on a des sites clients qui ont des très gros authority scores. Ça commence à être compliqué de trouver des scores au-dessus, etc. Mais en fait, quand vous allez cibler une page plus profonde dans le site, donc par exemple un site e-commerce, page d'accueil, page catégorie, page produit, etc., vous voulez booster une page produit, le score d'autorité de cette page va être moins puissant que tout le score d'autorité du site. Donc à ce moment-là, c'est normal si vous recevez un lien que vous avez fait faire, par exemple par Linksgarden ou par un consultant ou quoi, qui va être pas forcément au-dessus du score d'autorité de votre site. Voilà. Je mets celle-là parce que justement, j'ai commencé à répondre aux questions comme ça. Comment arbitrer quel type de lien je vais faire et ainsi de suite. Comme je disais justement, effectivement, là, un audit où on parlait avec un professionnel vous aidera parce que chaque plan d'action, chaque stratégie est réfléchie par rapport aux mots-clés qu'on va travailler, au site qu'on va travailler, à la concurrence et ainsi de suite. Donc, autant à un moment, je vais conseiller de faire beaucoup de liens. On va parler de quantité. Autant à un moment, je vais conseiller de faire des liens un peu plus costauds sur des pages profondes où là, on va aller titiller le top 3, le top 5.
voilà, il y a plein de choses qui vont pouvoir déterminer le plan d'action. Donc, effectivement, là, je vous conseille de vous rapprocher d'un professionnel et particulièrement aujourd'hui de Links Garden et de notre plateforme pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Mais voilà, effectivement, chaque plan d'action va être différent par rapport à ce qu'on va travailler. Tu es d'accord avec moi, Guillaume? Oui, je suis d'accord avec toi. Je rajoute juste quand même que de notre côté, encore une fois, attention aux extrêmes. Je sais que c'est parce que toi, Alain, quand tu parles de quantité, c'est une quantité raisonnable et qualitative. Oui, voilà, il y a des gens qui vont vous filer 30 balles, 200 backlinks. N'y allez pas. Tout simplement, c'est le pire, c'est que j'entends, ouais, les backlinks, ça sert à rien, j'en ai fait. Mais en fait, c'est normal. Ils sont pas qualitatifs. Nous, on va, des fois, pour des budgets de quelques centaines d'euros, on va avoir 2-3 liens qui sont faits, quoi. Des fois plus, des fois moins, mais grosso modo, il vaut mieux qualitatif et un peu quantitatif que bourriner dans tous les sens pour rien. Voilà. Donc, à voir en fonction du projet, de l'évolution du site et tout, comme dit Alain, mais n'allez pas chercher des quantités astronomiques. Ça sert à rien. C'est ça. On va remettre le calendrier justement maintenant qui fonctionne dans le chat. S'il y en a qui veulent bénéficier d'un audit gratuit et potentiellement d'un bonus de 100 € de lien offert, n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on regarde tout ça ensemble. Merci Guillaume. On va remettre aussi le lien de ta newsletter. Yes. Ouais, je veux bien, merci. Bravo. Merci à vous. Et puis, pardon, je t'ai coupé. Il y avait un décalage dans le son. Ouais, merci beaucoup. Déjà, franchement, merci de m'avoir invité, de m'avoir fait confiance. Surtout quand je vois les têtes d'affiche qui est à côté de moi aujourd'hui, et notamment Sylvain, je crois qu'il passe en début d'après-midi. Oui. J'étais un peu comme ça quand même, tu vois. Je me dis, bon, voilà, avant l'heure du repas où tout le monde a faim, en plus, faut pas ennuyer les gens. Mais merci beaucoup pour la flexibilité, Lorga. Et je le dis aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, si vous ne connaissez pas, Links Garden, c'est une équipe au top, vraiment derrière, qui a des vraies compétences. Donc, voilà. Et pour le côté de chez nous, n'hésitez pas à vous abonner sur LinkedIn. On partage des éléments comme ça tous les jours. On ne partage que des choses qu'on connaît, qu'on a testées. Et notre newsletter, c'est plus approfondi. Donc voilà, avec plaisir, si vous avez des questions. Et merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt, Guillaume. Merci à toi. À plus, bonne journée. Salut. Merci.